Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes le samedi, comme vous le savez déjà, c'est notre rubrique à l'écoute des profs. Et ce samedi, nous recevons pour vous Monsieur Raoul Ntondi. Il est professeur de français. Bonjour. Bonjour Madame la journaliste. Comment vous allez? Nous nous portons bien. Alors, je l'ai dit, vous êtes prof de français et on va parler de cette matière aujourd'hui. Cette matière que les candidats ont pour habitude d'affronter le premier jour de l'examen. Alors, dites-nous d'abord, pourquoi c'est toujours la première matière qu'on affronte en début d'examen? Merci Madame. C'est la première épreuve qu'on affronte parce que le français est la langue du travail. Nous travaillons dans le français et l'objectif de l'enseignement de cette langue, c'est d'amener l'apprenant à pouvoir s'exprimer aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. Et donc, le législateur a institué que tous les examens devraient commencer par l'épreuve de français pour apprécier justement cette capacité de l'apprenant à pouvoir s'exprimer à l'écrit à travers les différents exercices proposés aux examens. Alors justement, vous parlez d'exercices, vous parlez d'examens. Ça peut paraître peut-être, je ne sais pas, bête ou bien curieux, mais alors dites-nous, pourquoi c'est toujours cette matière-là qui a les plus gros coefficients? Oui. C'est-à-dire que le français, ça va de 3 à 4. Tout à fait. Déjà, en 6e, 5e, c'est coefficient 1. Il faut dire que le français au premier cycle, ce sont deux sous-disciplines. Il y a aujourd'hui la communication écrite, autrefois rédaction, et la lecture qui autrefois était l'épreuve de dictée question en quelque sorte. Donc, à partir de la 4e, chacune de ces sous-disciplines passe à coefficient 2. Ce qui fait que l'apprenant de 3e, en composant en communication écrite, le coefficient c'est 2. En composant en lecture, le coefficient c'est 2. Ce qui fait que le coefficient, c'est 4. Ah ben 4, c'est pas petit, c'est quand même sur 80. Oui, parce que c'est le français. Et ça peut te permettre, on peut facilement échouer là à l'examen. Facilement, oui, mais aujourd'hui, les matières, je voudrais dire les épreuves, ont été quand même assouplies, sinon allégées, de sorte que l'apprenant moyen puisse quand même tirer son épingle du jeu. Quand je prends l'épreuve de lecture aujourd'hui, telle qu'elle est déclinée, elle permet à l'apprenant moyen d'avoir au moins la moyenne 10 sur 20. Et s'il fait un peu plus d'efforts, il peut aller à 14, 16, 18, pourquoi pas. En français? Bien sûr, en lecture. Oui, ça c'est le professeur qui le dit. Oui, c'est vrai. Oui, on a beaucoup d'apprenants. On a beaucoup d'apprenants qui ont ces notes-là aujourd'hui en évaluation. Beaucoup d'apprenants. La difficulté, c'est notamment en communication écrite où les apprenants, parce que le niveau de langue décline depuis quelques années, ne parviennent pas de plus en plus à s'exprimer convenablement. Alors que l'appréciation de la copie table sur un certain nombre de critères, de grammaire, d'orthographe, de vocabulaire, de conjugaison, qui font que les apprenants ne parviennent plus à réunir le nombre de points nécessaires pour avoir la moyenne. Mais on travaille à cela, de sorte que les apprenants continuent d'avoir le goût de la langue, parce que c'est parce qu'ils perdent le goût de la langue que de moins en moins, il brille en communication écrite. Toutefois, il y a beaucoup d'apprenants qui excellent encore en communication écrite. On a les 18 sur 20, les 19 sur 20 en communication écrite, en rédaction. Alors là, nous sommes à la dernière phase des révisions de fin d'année. Est-ce qu'on doit réviser cette matière qu'est le français? Oui, on doit réviser toutes les matières, et le français notamment. Comment? Ah oui, il faut réviser. Comment? Ma question, elle est là. Oui, nous allons aborder la question, bien évidemment, mais on doit réviser le français parce qu'il y a un programme qui a été exécuté pendant l'année. Et donc, à partir du moment où il y a un programme qui a été exécuté, ça veut dire qu'il y a eu des notions qui ont été enseignées. Et l'apprenant, à la fin de l'année, doit pouvoir faire le point et dire « Ah, j'ai appris telle chose depuis la rentrée. Voici pour moi le moment de faire le bilan. » Et il revient donc à l'enseignant, dès l'étape de révision, de retourner vers les premières notions à travers les supports qu'il propose, parce qu'il faut des supports de révision. Il ne faut pas venir en classe raconter encore le cours. Il faut des exercices types qui permettent à l'apprenant de revisiter tout ce qu'il a vu depuis la rentrée. Et donc, lorsqu'il refait ce parcours-là,
Cela lui rafraîchit la mémoire. Il se dit, mais tiens, on avait vu effectivement telle notion à la rentrée. Ce n'est pas à oublier. Ça peut être évalué à l'examen. Donc, je dois faire l'effort pour le garder à l'esprit. Donc, on révise bel et bien en français en partant d'épreuves, de supports de révision que les apprenants utilisent, exploitent en classe avec l'enseignant qui les a gardés ou un autre enseignant. C'est encore plus intéressant parce que ça permet là à l'apprenant d'écouter d'autres sons de cloche et de garder davantage ce qui avait déjà été dit et qui est en train d'être redit avec le nouvel enseignant ou l'autre enseignant qu'il n'a jamais vu et qu'il rencontre peut-être pour la première fois. Alors, monsieur Raoul Ntondi, je l'ai dit lors de votre présentation, vous êtes un professeur de français. On sait que dans les autres matières, on a des fiches. C'est-à-dire qu'on prépare son examen avec des fiches. En français, comment est-ce qu'on peut faire des fiches? Est-ce que dans ces fiches-là, nous allons retrouver, où est dans Ornicar alors, ou la définition de les conjonctions, donc, on veut comprendre un peu comment est-ce que, là, pour un candidat qui va au BEPC, pour un candidat qui va au baccalauréat, comment est-ce qu'il peut préparer sa fiche pour le français? Oui, de la même manière qu'on ferait des fiches en mathématiques, en PCT, on peut bel et bien faire des fiches en français. Et comment? Ah oui, on va en parler. Oui, nous partons d'un cas précis. D'accord. En troisième, par exemple, au début de l'année, l'apprenant voit avec l'enseignant de français, c'est au programme, ce qu'on appelle le test explicatif. Vous savez que dans la vie, il y a des phénomènes que l'apprenant est appelé à expliquer. D'accord. Et donc, parce qu'il doit expliquer, il faut lui montrer la démarche de l'explication. Et lorsque vous lui montrez la démarche, il y a des notions de grammaire, d'orthographe, de conjugaison qui vont avec. Et donc, l'apprenant doit maîtriser cette démarche pour rédiger lui-même. Il doit maîtriser ces ressources-là pour pouvoir identifier ce type de test et dire, ah, j'ai vu en classe le test de type explicatif, ce test présentant les mêmes caractéristiques que ceux que j'ai exploités en classe avec le professeur, et donc il est de type explicatif. Cela suppose que l'enseignant doit amener l'apprenant à faire des fiches sur les différents types de tests qu'il a étudiés au cours de l'année, pour que lors de ces révisions, il n'ait plus entraîné le cahier de 300 pages qui est devenu assez lourd, mais qu'il ait de petites fiches sur lesquels il peut aller rapidement dire, ah, tel type de test, les indices sont ceux-ci, les ressources grammaticales, orthographiques qui vont avec c'est ceux-là. Et donc, je maîtrise le sujet à l'examen. Si ça sort, je pourrai rapidement répondre aux questions et m'en sortir. Alors, généralement, on dit souvent que à l'examen, le français est aléatoire, que c'est selon la compréhension du candidat, c'est selon également la compréhension des correcteurs. Pour éviter certains pièges en français, comment devraient se comporter les candidats? Le français est aléatoire, peut-être. Pourquoi peut-être? Mais il l'est c'est ça ou c'est pas ça? Il l'est de moins en moins. Oui, il devient aléatoire peut-être. Lors des corrections? Non, pas lors des corrections. La correction se fait sur la base d'une grille et d'une clé de correction. D'accord. On ne va pas à la correction, s'asseoir, prendre les copies et faire ce qu'on veut avec. Le législateur qui a proposé les épreuves, d'ailleurs, ce sont des enseignants qui proposent les épreuves. Les épreuves ne viennent pas du vide. Ex nihilo, ce sont des enseignants pétris d'expérience qui sont invités pour proposer les supports d'examen avec les clés et les grilles de correction. Et lorsqu'ils ont fini, ils soumettent cela à qui de droit qui apprécie la qualité et qui dit cette épreuve elle est valable pour être proposée comme épreuve d'examen. Donc à la correction, les enseignants s'approprient cette grille et cette clé de correction et c'est sur cette base qu'ils font le travail. D'accord. Voilà. Alors nous sommes à quelques semaines du BEPC et du baccalauréat, session de juin 2025. Monsieur Raoul Ntondi, quels sont les conseils que vous pouvez très rapidement procurer ou préconiser à vos apprenants qui vont se rendre à ces deux examens? Déjà, je leur souhaite bonne chance. Je voudrais attirer leur attention sur deux choses. L'examen se prépare aussi bien psychologiquement que pédagogiquement et le travail pédagogique a été fait en classe le long de l'année. Et là, maintenant, ils doivent s'armer de courage parce qu'ils sont fatigués, le cerveau est fatigué d'assimiler. Et je voudrais donc dire que ce n'est plus le moment de chercher à faire de longues assimilations.
Et c'est en cela que les fiches sont nécessaires. Faire des fiches synthétiques des différentes notions abordées au cours de l'année. De sorte que, pour la révision, on ait un support plus aisé dont on peut s'approprier du moins. Après cela, il faut qu'il se traite. Parce que le stress fait que parfois des mots latents se déclenchent. Et puis là, quelques jours de l'examen, on est obligé d'aller aux soins, hospitalisation, et toute l'année est passée à l'eau. Certes, il y a la session de remplacement, mais on ne le souhaite pas. Pareil, hein. Tout à fait. On ne souhaite pas cela à un candidat qu'il se traite. Et que là, ce sont les parents qui doivent faire le travail, traiter les candidats, les déparasiter, tout ce qui va avec. Et le reste, il faut prier. Parce que la prière est une âme importante. Et à vous-même, enseignant, quel est l'appel que vous avez à lancer à vos collègues enseignants? L'appel que j'ai à lancer aux collègues, c'est qu'ils devraient continuer le travail qu'ils ont commencé depuis la rentrée. Ne pas baisser les bras ou courber les chines. Mettre l'accent sur ce qui est important et nécessaire que l'apprenant devrait assimiler avant d'aller à l'examen. S'il peut faire ce travail, je pense que les résultats seront au rendez-vous. Voilà, chers amis internautes, hein, Abdelkader Achirou, hein, nous sommes arrivés à la fin de notre rubrique de ce matin à l'écoute des profs où j'ai reçu pour vous Monsieur Raoul Untonji. Il est professeur de français à qui je dis encore un grand merci. Merci, tout le plaisir était pour moi. Alors, Kader, hein, on se donne rendez-vous le samedi prochain pour une autre matière que les candidats affrontent généralement aux examens de fin d'année, soit au BEPC, soit au baccalauréat. Merci.